Dans un monde où l'argent semble effacer les limites morales, où le pouvoir pense pouvoir tout acheter, même la dignité humaine, une femme va prouver que l'intégrité est une arme plus puissante que n'importe quelle fortune. Voici l'histoire vraie de Diana Johnson, une femme noire, invisible aux yeux des élites, qui va transformer une humiliation publique en une revanche éclatante. Ce récit bouleversant, rempli de tensions, de stratégie et de justice sociale, vous montrera comment on passe de femme de ménage à légende. Avant de plonger dans cette histoire poignante, abonnez-vous à notre chaîne Derrière les apparences, où chaque récit vous transporte là où l'injustice rencontre la résilience. Le parquet de marbre brillait sous les projecteurs cristallins suspendus au plafond du grand salon de réception. Les rires feutrés et les verres en cristal tintaient doucement dans cet univers doré, où l'élite de Manhattan se donnait rendez-vous sous le couvert d'une énième soirée caritative. Derrière les sourires, les poignées de main, les robes de créateurs et les montres hors de prix, la fausse générosité régnait en maîtresse. C'est dans ce décor, à genoux sur le sol glacé, que se trouvait Diana Johnson, 26 ans, en train d'essuyer une flaque de vin rouge avec soin. Habillée de la combinaison noire réglementaire du personnel de nettoyage, elle semblait invisible aux yeux des convives, invisible jusqu'à ce qu'un rire condescendant fendit l'espace. Alors, toi aussi tu fais partie des filles spéciales pour la soirée. La voix appartenait à William Hartford, PDG de Hartford Industries, héritier de 400 millions de dollars, et surtout incarnation vivante de l'arrogance héréditaire. Ses chaussures vernies frôlèrent le sol, à peine à quelques centimètres du visage de Diana. Elle releva les yeux lentement. 26 années à vivre dans les quartiers pauvres du Bronx lui avaient appris à reconnaître ce ton moqueur, cette manière de parler de ceux qui croient que tout leur est dû. William lui arborait un sourire de travers, sûr de son pouvoir. Sa montre valait probablement plus que le loyer annuel de Diana. « Je suis simplement membre du personnel de nettoyage, monsieur », répondit-elle d'une voix calme, mais ferme, tentant de masquer le feu de l'indignation qui lui brûlait la poitrine. « Oh, bien sûr que tu l'es », répliqua-t-il en ricanant. Il se pencha légèrement vers elle, réduisant encore plus l'espace entre leurs deux mondes. « J'aime cette discrétion, très professionnelle. On m'a dit que des animations spéciales étaient prévues après la fête. Alors, c'est combien pour toute la nuit ?» Les mots tombèrent comme des gifles. L'atmosphère changea subtilement. Certains convives commencèrent à écouter d'une oreille. D'autres se contentèrent de détourner le regard avec cette indifférence raffinée propre aux puissants. La salle continuait de danser sur sa propre hypocrisie, tandis que Diana sentait chaque fibre de son être hurler. Pourtant, elle resta droite, stoïque. Une femme, sans doute l'épouse d'un sénateur, chuchota à l'oreille de son amie, toutes deux ricanant dans leurs gants blancs. Une autre ajusta son collier de perles, sans même un regard pour la scène. Mais Diana n'était pas n'importe quelle femme de ménage. Elle avait grandi unique élève noire de sa classe, gagné une bourse, obtenu un diplôme en administration des affaires à Columbia, tout en occupant 3 emplois. Elle avait gravi l'impossible, lutté contre les tempêtes invisibles de l'exclusion. Et voilà qu'un homme croyait pouvoir l'acheter. « Monsieur Hartford », dit-elle en se redressant lentement, droite comme un chêne face à la tempête, « vous faites erreur. Je suis ici pour veiller à ce que cet événement reste propre et organisé. Rien de plus. » Mais William ne voulait pas lâcher. Il sortit un billet de $100 et le tendit vers elle avec un rictus provocateur, s'assurant que plusieurs témoins captent la scène. « Pour l'embarras, chérie. Et si tu changes d'avis pour les services supplémentaires, j'ai une suite aux pierres. 300 de l'heure, ça te conviendrait. » Un éclat de rire masculin éclata à quelques mètres. Typique William, lança un homme gras du ventre, en brandissant sa flûte de champagne. « Toujours direct et généreux », ajouta un autre. Mais à cet instant, quelque chose se produisit. Diana ne baissa pas les yeux. Elle planta son regard dans celui de William. Un regard si pénétrant, si chargé de dignité et de feu, qu'il sentit un frisson d'inconfort lui parcourir l'échine. Ce regard n'avait rien d'une domestique, c'était celui d'une stratège, d'une femme instruite, d'une femme dangereusement consciente de ce que vaut sa propre valeur. « Merci pour votre offre, monsieur Hartford », répondit-elle d'une voix glaciale, maîtrisée, « mais sachez que j'ai des principes qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. » Un silence, puis un malaise. William plissa les yeux. Quelque chose clochait. Une femme de ménage n'aurait pas dû parler ainsi. Et pourtant, elle l'avait fait. Lorsque William Hartford s'éloigna, hilar, entouré de ses acolytes rieurs, Diana resta debout, figée, droite comme une statue. Le billet de $100 pendait encore entre ses doigts comme une insulte finale. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni larmes, ni défaite. Il n'y avait que cette flamme farouche que seuls ceux qui ont tout perdu un jour peuvent porter avec tant de force. Elle savait que l'humiliation de cette nuit-là n'était pas un incident isolé. C'était un rituel répété dans les salons dorés des puissants. Mais ce que William ne savait pas, c'est que cette fois-ci, il venait d'humilier la mauvaise femme. 3 jours plus tard, le téléphone sonna dans l'appartement modeste de Diana, au cœur du Bronx.
À l'autre bout du fil, Jennifer, sa responsable à l'agence de nettoyage, semblait mal à l'aise. « Diana, je suis désolé, mais je ne peux plus t'envoyer sur des événements haut de gamme. Hartford Industries a demandé que tu sois retiré de la liste. Ils disent que ton comportement a été inapproprié. » Le sang de Diana ne fit qu'un tour. William ne s'était pas contenté de l'humilier publiquement. Il voulait l'anéantir, la priver de revenus, la pousser à céder. « A-t-il dit autre chose ?» demanda-t-elle, la voix basse, tranchante. « Il a laissé entendre que si tu étais intéressé par d'autres types de services, tu pourrais peut-être conserver une place dans certains cercles. » Derrière ces mots polis, l'ignominie était claire. William tentait de l'écraser par un chantage économique abject. Mais ce que cet homme ne comprenait pas encore, c'est que Diana Johnson n'était pas simplement une employée de ménage. Elle était aussi la fondatrice de DJ Consulting, une firme spécialisée dans l'audit interne et la détection des irrégularités financières. Un camouflage parfait. En journée, elle se fondait dans les décors comme invisible, tandis que le soir, elle collectait des preuves, révélait des fraudes, exposait des prédateurs. Ce que William prenait pour une faiblesse était en réalité une stratégie. Ce soir-là, Diana s'assit à son bureau improvisé dans sa chambre. Elle ouvrit ses classeurs, ses archives. Pendant 5 ans, elle avait réuni des dossiers sur des figures influentes, des PDG véreux, des réseaux corrompus, des pratiques illégales. Mais ce dossier-là serait personnel. Elle tapa William Hartford dans son moteur de recherche. Elle éplucha les registres publics, les contrats d'État, les rapports annuels d'Hartford Industries. Et très vite, les fissures apparurent. Montage financier douteux, sociétés écrans, contrats surfacturés, recours systématique à des licenciements culturels ciblant les minorités. Elle sourit. Pas d'un sourire joyeux, d'un sourire de prédateur. 2 semaines plus tard, Diana avait infiltré 2 autres événements mondains où William figurait parmi les invités. Elle utilisait désormais un pseudonyme et une autre agence pour contourner la censure imposée par Hartford. À chaque soirée, elle se glissait parmi les serveurs. Elle notait les conversations, retenait les visages, écoutait les rires moqueurs. C'est au Metropolitan Charity Ball qu'elle croisa le regard de Marcus Thompson, un avocat renommé spécialisé dans les droits civiques et les discriminations en entreprise. Il était là en invité, elle en serveuse temporaire. « Maître Thompson, je dois vous parler. »« Je vous écoute » répondit-il, intrigué par cette jeune femme au regard grave. « Pas ici » murmura-t-elle. Elle glissa une carte dans sa main. « Appelez ce numéro demain. C'est à propos de William Hartford et de tout un système à faire tomber. » Cette nuit-là, William commit une erreur irréversible. Il publia sur son compte privé une photo de la soirée avec une légende aussi dédaigneuse que révélatrice. « Heureux de constater que notre ville sait encore garder certaines personnes à leur place. L'ordre naturel des choses. » Diana captura le message. Une pièce de plus dans le puzzle de sa chute. Le lendemain, Marcus la retrouva dans un petit café du Bronx. Elle lui remit un dossier épais, rempli de documents, de transcriptions, de captures d'écran, de témoignages. Elle se dévoila, diplômée de Columbia, multilingue, fondatrice de DJ Consulting. « Vous avez tout ce qu'il faut pour lancer une procédure fédérale », déclara Marcus en feuilletant les pièces. « Et ce n'est que la partie visible », répondit Diana. « J'ai découvert un historique de discrimination raciale interne, des failles dans les appels d'offres et des pratiques illégales dans leurs audits internes. » Elle sortit une clé USB. « Tout est ici. » Marcus était impressionné, mais surtout, il comprit que cette femme n'était pas seulement une victime. C'était une stratège, une force de la nature patiemment dissimulée sous un uniforme. Ce fut un lundi matin banal, dans les étages dorés de la tour Hartford, que les premières fissures dans l'édifice commencèrent à se propager. William Hartford, dans son bureau tapissé de bois précieux, relisait distraitement un contrat d'acquisition, quand Jessica, son assistante personnelle, entra en trombe. Son visage d'ordinaire symétrisé affichait une tension visible. « Monsieur Hartford, il y a des journalistes dans le hall. CBS Investigative. Ils veulent une déclaration. Apparemment un reportage est prévu ce soir sur vous. »« Sur moi ?» gronda William, relevant lentement la tête. « À propos de quoi ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra sur la table. Un appel de Richard Kellerman, son avocat depuis 20 ans. William décrocha. « Richard, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» De l'autre côté de la ligne, le ton du juriste était glacial, presque essoufflé. « William, écoute-moi bien. L'EOC, Commission fédérale pour l'égalité des chances, vient d'ouvrir une enquête formelle contre Hartford Industries. Harcèlement sexuel, discrimination systémique, représailles. Et ce n'est pas tout. Une plainte de 50 millions de dollars a été déposée hier, par une certaine Diana Johnson. Un silence de plomb. C'est une plaisanterie ? Murmura William, déstabilisé. Non, et ce n'est pas une simple femme de ménage, William. C'est une auditrice de haut niveau, diplômée de Columbia, consultante en entreprise. Elle a monté un dossier massif. Témoignages, enregistrements, documents internes, et tu es directement cité. À cet instant précis, l'écran de son téléphone s'illumina d'une notification. William cliqua mécaniquement. Hartford cause posée, tendance nationale. Des captures d'écran de ses messages, ses propos racistes, ses publications sociales, et surtout, une vidéo, filmée discrètement pendant la soirée caritative, le montrait en train de proposer de l'argent pour des services à Diana, tout en évoquant garder certaines personnes à leur place. La vidéo était déjà virale. Plus de 2 millions de vues, partagées par des figures politiques, des célébrités, des activistes. Pendant ce temps, à quelques rues de là, dans un studio télé de CNN, Diana Johnson répondait aux questions d'Anderson Cooper en direct. « Miss Johnson, qu'est-ce que cette affaire signifie pour vous ?
au-delà du cas personnel. Cela signifie que l'humiliation ne devient oppressante que lorsque nous acceptons la définition que les autres veulent nous imposer, répondit-elle digne, la voix droite. J'ai refusé. Et aujourd'hui je prouve que même ceux qu'on croit invisibles peuvent changer les règles du jeu. Et si William Hartford vous écoute maintenant, elle regarda droit dans la caméra, je lui dirai ceci, chaque femme qu'il a rabaissée, chaque employé qu'il a discrédité, chaque rire qu'il a étouffé, a maintenant un visage, et une voix, la mienne. Dans le bureau de William, c'était le chaos. Les lignes téléphoniques clignotaient de rouge. Les investisseurs suspendaient leurs contrats. Les actionnaires exigeaient une réunion d'urgence. Des amis de longue date ne répondaient plus à ses appels. Patricia Westfield, celle-là même, qui ricanait de Diana lors du gala, apparaissait à présent sur les plateaux de télévision pour affirmer, sans sourciller, « J'ai toujours eu des doutes sur William Hartford. Nous ne pouvons tolérer de telles attitudes dans notre société. » L'ironie était totale. Et le pire n'était pas encore arrivé. Diana, avec l'aide de Marcus, publia un mémo interne dévastateur, un document signé par William lui-même, instruisant ses cadres de se séparer discrètement des employés qui ne correspondent pas à la culture de l'entreprise, c'est-à-dire des employés issus de minorités visibles. Les langues commencèrent à se délier. D'anciens salariés témoignèrent. Des emails fuitèrent. Ce n'était plus une affaire personnelle. C'était une chute publique, une avalanche impossible à arrêter. Les semaines qui suivirent furent celles d'une mise à nu brutale pour William Hartford. La presse décortiquait chaque aspect de sa carrière, révélant des pratiques douteuses, des emails compromettants, des témoignages accablants de harcèlement moral et sexuel. Ce qui avait commencé par une humiliation discrète se transforma en scandale d'État. Les autorités fédérales entrèrent dans la danse. Des audits urgents furent déclenchés. Le département du travail ouvrit une enquête pour discrimination systémique. Et tout cela avait commencé par un billet de $100 tendu avec arrogance. Dans la salle d'audience du tribunal fédéral, la tension était à son comble. Diana Johnson, élégante, vêtue d'un tailleur sobre, s'avança à la barre des témoins. Sa voix, posée et claire, raconta son histoire. Pas seulement celle de la soirée au Grand Ballroom, mais celle de sa vie, la pauvreté dans le Bronx, sa mère renvoyée injustement, les humiliations silencieuses accumulées dans des couloirs de bureaux trop brillants pour tolérer une femme noire ambitieuse. Elle ne pleura pas. C'est le jury qui, plusieurs fois, détourna les yeux, touché par la dignité implacable de cette femme qui transformait chaque blessure en arme de vérité. De l'autre côté de la salle, William, déchu, n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses avocats tentaient encore de sauver les meubles, parlant de malentendus, de conflits d'interprétation sociale. Mais les vidéos, les captures d'écran, les enregistrements audio formaient un réquisitoire implacable. Le verdict tomba. Zaden, harcèlement moral et sexuel. Zaden, représailles économiques délibérées. Zaden, discrimination raciale institutionnelle. Zaden, détournement de fonds publics via des contrats frauduleux. La sentence fut historique. 50 millions de dollars de dommages-intérêts. L'obligation de dissoudre Hartford Industries. Et surtout, une loi fédérale inspirée de l'affaire, le Hartford Accountability Act, visant à protéger les employés victimes de représailles, après avoir signalé des discriminations. 7e partie, le sommet et la chute. 6 mois plus tard, Diana Johnson avait troqué son modeste studio du Bronx pour un appartement sobre mais raffiné dans l'Upper East Side. Elle dirigeait désormais DJ Consulting & Associates, devenue la référence nationale en audit éthique. Mademoiselle Johnson annonça son assistant, en entrant dans son bureau avec un sourire. 3 nouvelles entreprises souhaitent faire appel à nous. Elle cite toutes le précédent Hartford comme raison principale. Diana sourit. Le scandale qui avait failli la briser était devenu sa carte de visite. Des entreprises jusque-là réfractaires à l'audit de leurs pratiques internes se pressaient à sa porte de peur d'être le prochain Hartford. Elle n'avait pas seulement vaincu son bourreau, elle avait réécrit les règles du jeu. Pendant ce temps, William, lui, vivait dans un petit appartement de Queens, survivant comme consultant indépendant quand il trouvait un client. Ses anciennes relations d'affaires ne répondaient plus. Son nom synonyme de honte avait été effacé des bâtiments, des titres, des plaques d'honneur. Il tenta même de se présenter au conseil d'administration d'une PME locale. Sa candidature fut rejetée à l'unanimité, sous pression d'un collectif d'employés, en majorité femmes et issus des minorités. Un juste retour de l'ordre. Un jour, Jennifer, la superviseure qui avait dû la licencier à contre-cœur, entra dans le bureau de Diana, les larmes aux yeux. « Diana, je suis venue m'excuser. J'aurais dû refuser. Mais j'avais peur pour mon poste. Tu m'as inspiré. Depuis, j'ai signalé d'autres cas. J'ai aidé d'autres femmes à ne pas se taire. » Diana lui tendit les bras, sincèrement émue. Faire ce qui est juste quand c'est facile, tout le monde peut le faire. Le faire quand c'est dangereux, c'est ça qui montre qui on est vraiment. Enfin, vint le moment le plus symbolique. Columbia Business School invita Diana à donner une conférence. Elle monta sur scène dans l'auditorium, où, des années plus tôt, elle nettoyait les toilettes pour financer ses études. Face à elle, des centaines de jeunes diplômés, l'avenir du monde des affaires.
Apprenez ceci. Sous-estimer quelqu'un à cause de ses origines, de son uniforme ou de sa couleur de peau est probablement l'erreur la plus coûteuse que vous ferez de toute votre carrière. La personne que vous méprisez aujourd'hui pourrait être celle qui décidera de votre avenir demain. Une ovation salua ces mots. Un jeune homme au premier rang leva la main. Mademoiselle Johnson, comment avez-vous gardé votre dignité face à tant d'humiliation? Elle sourit. Parce que je savais qui j'étais, je n'ai jamais laissé qui que ce soit me définir. Tant que vous savez ce que vous valez, personne ne peut vous acheter, vous briser, ni vous faire taire. En rentrant ce soir-là, elle passa devant le hôtel où tout avait commencé. Le grand ballroom était fermé pour rénovation. Un panneau annonçait que l'espace accueillerait bientôt une exposition permanente sur les droits des travailleurs et la lutte contre les discriminations systémiques. Elle sourit, une main sur son sac, son regard vers l'horizon. Ce n'est pas la vengeance qui l'avait élevée, c'était la force de rester debout, là où tant d'autres seraient tombés. William Hartford avait tenté de lui montrer sa place, mais ce qu'il n'avait jamais compris, c'est que sa place avait toujours été au sommet, et que lui-même par son arrogance n'avait fait qu'accélérer son ascension. Diana Johnson n'a pas seulement vaincu William Hartford, elle a fait plus que détruire un empire bâti sur l'arrogance, elle a construit un modèle. Elle nous rappelle que la force ne vient pas du statut social, mais de ce qu'on est prêt à défendre quand tout semble perdu. Elle est la preuve vivante que les pires humiliations peuvent devenir le tremplin de nos plus grandes victoires. Elle a changé les lois, elle a réveillé les consciences, et surtout elle a montré que les invisibles peuvent faire trembler les puissants. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou donné des frissons, abonnez-vous à notre chaîne Derrière les apparences, là où chaque récit donne une voix à ceux qu'on tente de faire taire.